يعطيكم الصحة pour votre présence avec nous aujourd'hui pour cette séance antibiotique pour interne et externe en médecine. Donc, on commence dès maintenant. الحاجة الأولى اللي نبداو بها c'est une petite, je pense, présentation of both of us et la présentation تاع comment tout a commencé. Donc, il faut savoir que الحاجة الأولى de ma part, c'est je suis Naji, étudiant en 6e année médecine, actuellement à Alger et dans le passé à Tlemcen. C'est là que j'ai rencontré Houssine, que je laisse se présenter et نقول لكم l'histoire تاعنا كيفاش ça a commencé مع les antibiotiques. Donc, salam alaikum, صحة فطوركم, صحة رمضانكم, صحة صيامكم. C'est Dr Abbas Hussein, donc je suis pharmacien résident en microbiologie médicale. Je suis passé en 3e année هاد العام. Je suis également formateur et tuteur d'externes et d'internes en pharmacie. Je les aide à préparer leurs examens et leurs concours d'accès aux résidents. Je suis très orienté sur ce genre d'activité, donc tout ce qui est webinaire, tout ce qui est conférence. Le but, c'est, comme je le dis à chaque fois, de transmettre et d'être la personne que j'aurais voulu être quand j'étais à votre place. C'est-à-dire que j'étais externe, je sais ce que vous traversez, je connais la difficulté de l'externat, je connais la difficulté de la préparation d'un concours de résident en pharmacie ou de la même en médecine. Donc, je vais essayer, à travers ce webinaire, de vous transmettre ce que j'ai appris à travers mon parcours. Voilà, Naji, je te repasse la balle. Très bien. Donc, في nos parcours en parallèle, تلاقينا شحال من خطرة أنا وحسين في لا بيبليوتيك في شحال plusieurs endroits في تلمسان ولا sur Alger. Et à un certain moment, كنت أنا نقرا في les cours تاعنا les polycoques et j'avais toujours des questions sur les antibiotiques. Et jamais قديت réellement نعقل عليهم ولا surtout par rapport les cours. C'est une réalité. Donc, depuis longtemps, احنا نحوسوا نديروا هاد le mix. Et ben on s'est dit que هذا رمضان c'est l'occasion, c'est l'opportunité pour le faire. Donc c'était comme ça, on a décidé qu'une session antibiotique s'impose pour interne et externe en médecine, comme vous l'avez vu. Donc voilà. مرحبا بكم encore une fois tout personne présente là. On va commencer avec un petit truc, une petite question. نخليها لكم. C'est déjà pour connaître شكون اللي راهم معنا ثاني pour adapter كامل la séance. Donc un petit icebreaker. Les personnes اللي يقدروا يهضروا avec le mic ولا les personnes اللي ما يقدروا juste par message. شكون نتوما؟ Le nom. Vous êtes team interne ou externe? Team pharmacie, médecine, chirurgie dentaire et de quelle faculté. Donc, il lève la main, je lui donne la parole. Sinon, people qui ne par message, vous êtes quel team et who are you? Bon, s'il n'y a pas de volontaires, je vais choisir. Déjà que je connais plusieurs personnes, moi. Je pense qu'il faudrait mieux choisir parce qu'apparemment, il n'y a pas de volontaires. Ok, let's start with vas-y Anis. Là, je compte نكتب, mais bon. Donc, je me présente, Bentafat Mohamed Anis, étudiant en 3 ans de médecine de la faculté d'Alger. Très bien, marhaba bik. Marhaba, bienvenue. Merci. Zineb, I was yes. typing. معلش. زينب تيم فارما زينب فازي زينب تفضل. السلام عليكم صحة فطوركم. معكم طالب زينب يسرى دكتور en pharmacie. Bienvenue Zineb. مرحبا. Dans les commentaires, on a Romaïsa, externe en 3e année médecine à Alger. Latifa, interne en médecine Tlemcen. On a une étudiante en 4e année médecine faculté de Tlemcen, interne en médecine. Un étudiante en 4e année pharmacie Tlemcen aussi. Nour, interne en pharmacie aussi. راهم كاينين la communauté تاعك حسين. Ça va. ريحانة 4e année médecine Tlemcen. Nesrine, 6e année médecine Alger. Et elle a marre de ne pas comprendre les antibiotiques. Join the club, Nesrine, marhaba.
Doua, quatrième année médecine. Cyrine, externe en troisième année médecine Tlemcen, qui prépare son examen de pharmaco. Selima en deuxième année médecine. Mélissa en sixième année médecine Alger, la promoteur Zahara quatrième année médecine. Oussama en sixième année Alger. Donc on a un très très bon mix de quatrième, sixième année entre Alger et Tlemcen. Ça fait plaisir. Marhaba bikoum. On a même Salsabil de pharmacie de Blida. Marhaba. Donc, marhaba bikoum l'équipe. Juste pour vous dire, la séance elle sera basée sur beaucoup d'interactivité. Donc, durant la séance, si vous avez des questions, essayez de lever la main et on essaiera de vous faire participer au maximum. Donc, avant de commencer concrètement la séance, on fait un petit quiz entre nous, déjà pour voir comment vous voyez les choses par rapport aux antibiotiques. Et je laisse Houssine vous présenter le petit quiz. Il y a des caméras participer au fait. Houssine, can you share the screen? Oui, voilà. Tout de suite. Alors, bon, l'utilisation, elle est super simple. Donc, vous nous rejoignez n'importe quel appareil, vous entrez sur n'importe quel navigateur, vous tapez joinmyquiz.com et on va vous demander de faire entrer un code. Vous allez faire entrer le code suivant 45 33 32 qui est affiché sur l'écran et ensuite vous allez mettre prêt. Une fois qu'on aura un maximum de participants, on va lancer le quiz. Donc voilà, on commence déjà à avoir des gens qui se connectent, c'est super. Alors, le but du quiz, ça sera beaucoup plus de faire une évaluation diagnostique. Donc, n'hésitez pas à répondre, c'est-à-dire comme vous le savez, c'est pas un examen. On a 2 participants déjà. Voilà, donc évidemment, apparemment, c'est assez simple de se connecter. Très bien. Donc, on attend qu'un maximum nous rejoigne. Donc, déjà 5 participants. Alors justement, le but de ce quiz, ça sera de créer un maximum d'interactions. Vous allez voir, c'est un outil qui est intéressant et qui est 100% gratuit. Donc, vous pouvez l'utiliser pour vos présentations ou pour vos webinaires si vous voulez bien. Vous pouvez prendre la référence, c'est Quiz IZZ. On commence à avoir beaucoup de participants, c'est super. Neji, je te vois en train de te connecter. Tu connais déjà les réponses. C'est pas la peine c'est pas la peine de participer. I'm not. I'm resending a link to people who can't join us. هذا ما كان. En tout cas, vous allez voir, alors, vous tapez, je répète, vous prenez votre navigateur, Google Chrome ou un navigateur, que ce soit sur PC ou sur téléphone, vous tapez joinmyquiz.com, ce qui est écrit en haut. Ensuite, on va vous demander de faire entrer un code. Vous allez le faire rentrer. C'est le code qui est affiché. 45 33 32. Oui, vous pouvez évidemment aussi scanner le code QR. Ça marche aussi. Très bien, donc on a 34 participants déjà. 35. Alors vous aurez, je vais expliquer un peu le quiz. Ce sera un quiz composé de 6 questions. Vous aurez à répondre par vrai ou faux. D'accord, donc c'est une question à 2 modalités. Évidemment, logiquement, ça sera le système 1-0. Donc, soit vous aurez une bonne réponse, soit une mauvaise réponse. Et ne vous inquiétez pas, les réponses ont été vérifiées. Même maintenant, système 1-0 aussi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Sinon, on leur aurait laissé la chance. Voilà, c'est un traumatisme, t'as ça. Ne vous inquiétez pas, ce sera des questions. Bon, le but, c'est évidemment, c'est beaucoup plus une évaluation diagnostique pour voir, pour un
un peu avoir une idée sur vos connaissances. Et évidemment, le vainqueur du quiz, je ne sais pas encore ce qu'il va gagner, mais il va gagner quelque chose. On ne s'est pas encore mis d'accord. Je pense que you can start. Hein, On va lancer le quiz, ok. est-ce que مازال كاين اللي راهم يجوينيو؟ Je vois que le nombre il continue d'augmenter. On est à 42. Je pense que je vais le lancer quand même. 43. Yes, yes. Je pense que it's time. Hein. Ok, let's go. Alors, vous avez en réel les résultats. En première. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est le classement. Donc, vous voyez, l'avantage aussi avec cet outil, c'est que vous pouvez voir le classement en temps réel. On fait le commentateur TV en mode CHI en première position avec 4 réponses. Ouais, il y a toujours. Je pense qu'ils ont fini. Kelly, ils ont fini. Kelly, Mazel, normalement. Très bien. Donc, on a 5 bonnes réponses. C'est très bien. Ok. 5 sur 6. Amina, avec 4540 le score. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est. Bon, peut-être Neji, tu vas commenter l'individuel. Moi, je vais commenter le collectif. Donc, on a 67% de bonnes réponses. C'est bien. C'est que vous êtes de bons élèves, grosso modo. Les people, ils répondent encore. Hein. C'est très serré. Apparemment, le classement n'arrête pas de changer. Oui, alors vous devez entrer l'adresse qu'a envoyé Neji tout à l'heure, c'est joinmyquiz.com et vous faites rentrer le code 45 33 32. Donc je remets l'adresse et le code c'est 45. C'est bon, je l'ai écrit. Hein. Super. Je pense qu'on a... On a eu vainqueur. On a 2 vainqueurs ex aequo. Avec 6 bonnes réponses chacune, Kenza et Sarah. Ok. Est-ce que ces 2 participantes peuvent ouvrir le mic et se présenter pour réclamer leur cadeau? Oui, oui, Kenza. Yes, Kenza. تفضل. Dis-nous juste, Kenza, déjà, est-ce que team pharma, team médecine, est-ce que interne, externe, Tlemcen, Alger? Alors peut-être. Ma connexion elle est un peu mauvaise. Il n'y a pas de souci. Coucou. Alors je me présente, c'est Kenza, je suis externe en 6e année médecine à Alger. Voilà. Super, super. Nice. Merci. Nice. Entre-temps, Kenza s'est fait détrôner. Hein. on a une autre personne qui a eu un meilleur score. Mais je suis agréablement surpris par le taux de bonne réponse. On est à 76% de précision sur vos réponses. C'est super. Nice. C'est bien. Bien. Justement, on va essayer de capitaliser sur ça. Alors, je pense qu'il y a toujours. Bien. Je pense que. On va enchaîner en attendant. C'est pas grave, on va laisser le quiz. On va laisser le quiz en cours. Peut-être qu'après, à la fin de la conférence, on va revenir pour revoir. Parce qu'il y a toujours des personnes qui participent. Voilà. Je pense que ça ne va pas beaucoup changer. Je te remercie. Très bien. Donc, يعطيكم الصحة déjà pour la participation في quiz. C'était juste un peu pour détendre l'atmosphère, pour avoir des retours de votre part.
Donc, un petit rappel des objectifs et un petit rappel de la séance qui fait شرح foot. Donc, la séance هذه, les objectifs تاعها principaux, ils se basent sur plus ou moins deux grands axes. L'axe numéro 1, c'est la philosophie, c'est le mindset derrière tout ce qui est antibiotique. Antibiotiques, antibiorésistance, antibiothérapie. C'est le premier volet, c'est ça, mindset, philosophie derrière, pour un externe ou un interne en médecine. Le deuxième volet, il compte plus le côté pratique, c'est-à-dire une introduction au côté pratique, avec les ranachofos nos polycopes, et on a durant nos cours, le côté théorie, mais d'une façon assez, de la façon de Houssine Abbas. C'est ça, vous allez la comprendre au fur et à mesure avec les slides. Ok? Et bien sûr, on aura au fur et à mesure des questions-réponses. Et la séance est basée sur un principe de questions-réponses. C'est un style de podcast, c'est comme un podcast, plus ou moins. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions de côté. Alors, en tant que modérateur, j'essaierai de vous répondre et de relancer vos questions. Mais sinon, ce que je peux vous dire, c'est que, marhaba encore une fois, et on commence aussi avec une question. On va commencer avec le commencement. L'histoire, tu as les antibiotiques. C'est comment? Oui, tu qui fâche, le commencement, tu as la chose. Justement, c'est une excellente question, Naji, à Texaha, et je vous souhaite bienvenue parmi nous pour cette session antibiothérapie. Donc, là, je vais articuler cette première partie sur trois grandes questions. La première question, c'est qui a découvert les antibiotiques? La deuxième grande question, c'est qui a inventé les antibiotiques? Et la troisième grande question, c'est qui a inventé la résistance aux antibiotiques? Et vous allez voir que l'humain n'est pas si impliqué que ça dans ces trois questions. Alors, tout d'abord, je vous pose la question, qui a découvert les antibiotiques? Naji, entre-temps, je compte sur toi pour être mes yeux parce que je vois pas les réponses. Donc, si je vous dis qui a découvert les antibiotiques, quelle serait éventuellement votre réponse à cette question? Évidemment, vous pouvez ouvrir votre micro pour interagir, sinon, vous pouvez nous écrire. Et on accepte les réponses fausses, by the way. Les réponses fausses sont fortement conseillées, en fait. Voilà, donc on a une réponse de la part de Marwa, c'est Fleming. Exactement. C'est Alexander Fleming qui a découvert la pénicilline G dans les années 20. C'était une découverte, je pense que vous connaissez, vous avez déjà entendu l'histoire autour de la découverte. Donc c'était une découverte au hasard. En fait, Fleming, il a fait si un résident fait ça, il va se prendre les cris de son assistant ou de son maître assistant ou de son chef de service, c'est qu'il a oublié les boîtes ouvertes sur sa paillasse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est je crois que c'était un long week-end, et lorsqu'il est revenu, il a trouvé des moisissures qui ont poussé sur sa boîte de pétri. Toute personne qui a déjà mis les pieds dans un laboratoire de microbio connaît l'aspect des moisissures sur boîte de pétri. Donc, vous voyez à gauche, c'est ça. Donc, les moisissures donnent cet aspect-là. Et Fleming, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que là où poussent les moisissures, il n'y avait plus de pousses bactériennes. Et là, Fleming, il s'est posé la question, pourquoi ces moisissures ont inhibé la pousse de Staphylococcus aureus? Parce que les boîtes de pétri étaient des boîtes contenant du Staphylococcus aureus. Alors, juste avant de pousser cette histoire, je voulais vous dire que cette découverte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une découverte qui était totalement au hasard. Et il y a un joli mot pour décrire les découvertes scientifiques au hasard, c'est la sérendipité. Donc, les antibiotiques, comme beaucoup de découvertes scientifiques, ont été faits par sérendipité. Donc, la sérendipité, c'est une découverte au hasard qui est faite, c'est-à-dire que un scientifique ou même une personne lambda qui travaille ou là, qui est en train de faire des travaux scientifiques ou là, autres et qui fait une découverte. Donc, on parle de sérendipité. Donc, les antibiotiques ont été découverts justement par sérendipité. Alors, il y a eu aussi une question qui se pose très souvent, c'est que pourquoi on a appelé cette molécule pénicilline G? Alors, pénicilline G, le G, c'est en référence à Gold Standard. Gold Standard, ça veut dire molécule de référence.
Donc, beaucoup de personnes se posent la question, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on parle de pénicilline G. Alors, justement, la pénicilline G, le terme G ou la lettre G, elle est en référence à Gold Standard. Maintenant, je vous relance sur une deuxième question. Si je vous dis qui a inventé les antibiotiques, et là, la nuance est extrêmement importante. Alors, selon vous, qui a inventé les antibiotiques? J'attends toujours les réponses au chat. Alors, justement, il faut bien réfléchir à l'utilisation du terme inventé. L'oula, c'était pas inventé. L'oula, Là, c'était exactement, c'était une découverte. Parce que Fleming, il n'a pas synthétisé les antibiotiques. Il les a découverts et ensuite, avec des travaux de chimistes, on a pu extraire les antibiotiques à partir des levures de Penicillium notatum et ensuite est venue la phase de synthèse des antibiotiques. Mais l'invention des antibiotiques, à qui on la doit? pour être sûr que راكم معنا, effectivement, اللي ما يعرفش يجي يكتب just I don't know, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Alors, Juste pour être sûr que vous nous recevez. en fait, c'est un peu normal que la question elle vous pose problème. Justement, la façon avec laquelle elle est posée est faite pour vous pousser à vous poser des questions beaucoup plus. On a une réponse. Oui. Howard Florey. Alors, justement, très bien. Alors, Howard Florey fait partie des chimistes qui ont travaillé sur l'extraction des antibiotiques. C'est l'étape d'après. Qui a inventé les antibiotiques? En fait, c'est pas un humain. C'est les micro-organismes eux-mêmes. Voilà. Quelqu'un a répondu juste le moment où il a medical student. Très bien, très bien. Donc, c'est exact. C'est une réponse exacte. C'est-à-dire que l'invention des antibiotiques, on la doit aux micro-organismes eux-mêmes. Alors, maintenant, qu'est-ce qui pousserait un micro-organisme à synthétiser un antibiotique? En fait, ce qui a poussé les micro-organismes à synthétiser des substances pour tuer d'autres micro-organismes, en fait, c'est un rapport de compétition. C'est-à-dire que les êtres vivants, il y a toujours un rapport de compétition et il se trouve que les champignons surtout, mais aussi les bactéries, peuvent rentrer en compétition et durant cette compétition, en fait, toutes les armes sont permises. Alors, parmi les armes utilisées, c'est des armes chimiques. Et chez les micro-organismes, les armes chimiques sont autorisées. Alors, les champignons, surtout le genre Penicillium, parce que le genre Penicillium, donc on a nommé les pénicillinales, c'est le premier genre de champignons qui a synthétisé des antibiotiques. Mais on peut trouver également des bactéries qui synthétisent des antibiotiques comme Streptomyces et Bacillus. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que ce sont les micro-organismes eux-mêmes qui ont inventé les antibiotiques, le but étant évidemment de s'éliminer entre eux et de favoriser leur existence par rapport à leurs alter-ego. Alors ça, c'est juste une liste non exhaustive des molécules antibiotiques qui ont été synthétisées par des micro-organismes. Ce que vous devez savoir, c'est que pour la plupart, les familles d'antibiotiques, nous les devons à de l'hémisynthèse. C'est-à-dire que généralement, on prend la molécule de base ou le chef de file à partir d'une extraction naturelle, donc à partir d'un micro-organisme, et on va commencer à faire des modifications de structure pour obtenir les autres molécules de la classe. Donc pour la pénicilline G, nous l'avons obtenue à partir de Penicillium notatum. Pour la céphalosporine C, c'est à partir de Cephalosporium acremonium. Et ensuite, on a commencé à modifier. Donc on a modifié les pénicillines pour obtenir les aminopénicillines, les carboxypénicillines, les urédopénicillines et la céphalosporine C, qui est un chef de file non utilisé en thérapeutique, mais qui nous a permis de synthétiser les autres classes de céphalosporine. Donc ça, c'est juste pour fixer cette information. Donc c'est ça ce que j'étais en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre les différents êtres vivants et les champignons ou les bactéries vont synthétiser des antibiotiques pour s'éliminer entre eux. Alors ça, c'est un exemple aussi, autre que le genre Penicillium. Vous connaissez sans doute, ou là vous avez déjà entendu parler de l'antibiotique colistine, qui fait partie de la famille des polypeptides, qui est un polypeptide qui fait partie de la famille des polymyxines, plus spécifiquement du groupe E. Alors, la collicine, elle a été synthétisée par un germe appelé Bacillus polymyxa. Alors, si je vous pose la question, pour les personnes qui ont quelques notions sur le cours des antibiotiques, ce que vous voyez à droite, c'est un gramme, c'est le Bacillus polymyxa.
Alors, est-ce que vous pouvez me décrire cette bactérie à partir du gramme? C'est-à-dire, est-ce que c'est un bacille? Est-ce que c'est un cocci? Est-ce que c'est un gramme positif? Est-ce que c'est un gramme négatif? Ou là, pour les personnes qui ont fait déjà de la microbio, le genre Bacillus, il fait partie de quelle classification morphologique? Alors, est-ce qu'on a des réponses? C'est un bacigramme positif. Exactement, c'est un bacille à gramme positif. Maintenant, pour les personnes qui ont déjà eu, c'est-à-dire qui ont déjà eu le courage d'affronter le cours des antibiotiques tout seul, est-ce que vous avez une idée sur le spectre d'action de la colistine? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quel est le spectre d'action de la colistine? Ou là, vous avez remarqué, peut-être pour les personnes, pour les internes, vous avez sans doute déjà rencontré cette molécule en pratique. D'après Hnaoui, c'est BGN. Exactement. Justement, la colistine, c'est l'issue ou la dernière molécule à utiliser chez les bacilles à gramme négatif multirésistants ou là hautement résistants. Alors, là, qu'est-ce que vous remarquez? Le Bacillus polymixa, qui est un BGP, il va synthétiser une molécule qui est la colistine, qui va avoir un spectre d'action étroit. Donc, je ne vais pas préciser, mais la colistine n'agit que sur les grammes négatifs. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'un BGP, un bacille à gramme positif, synthétise une molécule qui va agir seulement sur les grammes négatifs. Alors, en fait, la colistine, son mécanisme d'action, c'est une action sur la membrane externe. Donc, je vous renvoie à vos cours de microbio. C'est la première notion que l'on vous explique en microbio. La différence entre les grammes positifs et les grammes négatifs, c'est la structure de la paroi. Les grammes positifs, beaucoup de peptidoglycanes. Les grammes négatifs, deux membranes, une membrane interne, du peptidoglycane et une membrane externe. Je trouve que la colistine va agir sur la membrane externe. Cette membrane externe n'existe pas chez les grammes positifs. Autrement dit, le bacillus, ici présent, synthétise une molécule qui va agir seulement sur les grammes négatifs. Donc, en inventant cette molécule, il a inventé un antibiotique et il a inventé également la résistance à cet antibiotique. Est-ce que cette notion est claire? C'est-à-dire que les micro-organismes ont en même temps inventé des antibiotiques et ils ont inventé la résistance qui va avec. Parce qu'ils ne peuvent pas synthétiser des molécules qui seront néfastes pour eux-mêmes. C'est ça l'idée. J'espère que c'est plus clair. Maintenant, concernant la question qui a inventé les antibiotiques et qui a inventé la résistance aux antibiotiques. Alors ça, c'est juste pour vous rappeler, les polymyxines dont fait partie la colistine ont un spectre restreint au gramme négatif. Donc, on a une résistance naturelle chez les bacilles à gramme positif parce que la cible, les polymyxines, elle est absente chez les bacilles à gramme positif. Donc, on va enchaîner directement sur qui a inventé la résistance. Bon, la réponse, je l'ai déjà spoilée. En fait, les bactéries, elles peuvent naturellement résister à un antibiotique. Donc, on a vu le cas, le Bacillus polymixa. Le Bacillus polymixa, étant donné qu'il synthétise la colistine qui fait partie des polymyxines, il va naturellement résister à cette molécule. C'est-à-dire que tous les Bacillus polymixa que vous allez isoler seront résistants à la colistine. Alors, cette notion, c'est la notion de résistance naturelle. C'est-à-dire que la bactérie, naturellement, dans son génome, elle a la capacité ou l'aptitude de résister à un antibiotique. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que les résistances naturelles sont stables. C'est-à-dire que ce que vous avez dans vos cours, et ce qu'on a dans vos cours des antibiotiques, lorsqu'on vous dit par exemple la pénicilline G agit sur les grammes positifs, ou la colistine agit sur les grammes négatifs, ça c'est des spectres d'action théoriques basés sur la résistance naturelle. Donc elles sont stables dans le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou là dans 10 ans, ou il y a 10 ans, c'était les mêmes résistances. Ce qui est super méga compliqué avec les bactéries et ce qui justifie notre séance d'aujourd'hui, c'est que les bactéries, elles peuvent développer des résistances. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la résistance naturelle, elle est au niveau de leur chromosome, du chromosome bactérien, c'est-à-dire elles sont programmées pour résister à cet antibiotique. La spécificité des bactéries, c'est qu'elles ont un génome qui est plastique, c'est-à-dire qu'elles peuvent
le faire muter, qu'elles peuvent acquérir des gènes par des transferts entre elles. Et cette acquisition de gènes va leur conférer une résistance ou des résistances acquises. Donc là, je vous donne juste un exemple concernant les mycoplasmes. Alors pour les personnes qui ont déjà fait de la microbio, les mycoplasmes sont les seules bactéries intéressantes en pathologie humaine qui ne présentent pas de peptidoglycane. Alors l'absence du peptidoglycane va leur conférer une résistance naturelle aux bêta-lactamines, à la vancomycine et à la phosphomycine. Donc ce sont des molécules qui vont agir sur la paroi, donc sur le peptidoglycane, sur la synthèse du peptidoglycane. En absence de peptidoglycane, eh bien, il n'y aura pas d'action parce qu'il n'y aura pas de cycle. Ça, c'est un exemple de résistance naturelle. C'est le même exemple que nous avons vu tout à l'heure avec la colistine et le Bacillus polymixa. La colistine agit sur la membrane externe, le Bacillus polymixa n'a pas de membrane externe, résistance naturelle. Donc, là, la stratégie des mycoplasmes, c'est que les bêta-lactamines ne peuvent pas agir sur ta paroi si tu n'as pas de paroi. Et c'est ça le secret derrière cette résistance naturelle. Maintenant, ce qui complique le tout, c'est que les résistances naturelles, elles vont être, où là, on va avoir une addition possible et probable de résistance acquise. C'est-à-dire qu'une bactérie, si on prend par exemple le Staphylococcus aureus, naturellement, il était sensible à la pénicilline G. Parce que, comme on l'a vu, Fleming, lorsqu'il a découvert la pénicilline G, elle avait une action sur le Staphylococcus aureus. Alors, après cette découverte, l'usage des antibiotiques a connu une expansion très importante. Alors, cet usage-là a fait que on a sélectionné des mutants résistants parmi les Staphylococcus aureus à la pénicilline G. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Quasiment tous les Staphylococcus aureus que nous isolons sont résistants à la pénicilline G. C'est-à-dire que c'est une résistance qui a évolué. C'est-à-dire on est passé d'une résistance, plutôt d'une sensibilité naturelle, à une résistance acquise. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde à vitesse grand V, c'est-à-dire que les bactéries qui sont naturellement sensibles à des antibiotiques commencent de plus en plus à développer de la résistance. Alors, les résistances, comme je vous l'ai dit, en fait, la bactérie, comment elle peut développer des résistances? C'est soit en faisant muter ses gènes, ou là en faisant une acquisition d'un gène externe. Alors, pour la mutation de gène, donc si je peux vous donner un exemple, imaginez que vous avez un antibiotique qui va agir sur une certaine enzyme dans cette bactérie. La bactérie, elle va faire une mutation avec l'enzyme. Donc, l'enzyme va changer de structure. L'antibiotique ne peut plus se fixer sur l'enzyme. Donc, on a une résistance. Parce que la bactérie ne peut plus, plutôt l'antibiotique ne peut plus fixer sa cible. S'il ne peut plus fixer sa cible, il ne peut plus avoir d'action. S'il ne peut plus avoir d'action, on a une résistance. Maintenant, les bactéries, elles ont une autre caractéristique qui est encore plus dangereuse, c'est qu'elles peuvent s'échanger des gènes. C'est-à-dire, si une bactérie arrive à trouver un mécanisme de résistance, elle peut transférer le gène de la résistance à une autre bactérie. Alors, concernant les transferts, c'est généralement restreint aux espèces qui se ressemblent, mais à cause de ça, on a une expansion très importante des résistances. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une seule bactérie dans le monde développe un mécanisme de résistance via une mutation ou une acquisition pour qu'elle puisse le propager à des centaines de milliers d'autres bactéries. C'est ça le danger d'un mésusage des antibiotiques. On va en discuter tout à l'heure. Donc, généralement, ce qui se passe à la résistance acquise, c'est qu'on a un schéma en cascade. Donc, on a une bactérie qui a un peptidoglycane. On a synthétisé les bêta-lactamines qui vont agir sur le peptidoglycane. Les bactéries vont développer une enzyme pour cliver les bêta-lactamines. Donc, on va parler de bêta-lactamase. Les bêta-lactamases, pour les contrer, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont développé des inhibiteurs de bêta-lactamase. C'est ce qu'on appelle l'acide clavulanique, que l'on associe souvent à l'amoxicilline, la spécialité augmentée. Ce que vous devez savoir, ce que vous devez bien comprendre, c'est que les bactéries auront toujours une avance sur nous. Parce que plus on est créatif, sur le point de vue moléculaire, plus elles seront encore plus créatives. C'est pour ça que, encore une fois, il faut vraiment bien utiliser les antibiotiques. On va l'expliquer tout à l'heure aussi pourquoi. Alors, ce qui va devenir très préoccupant, c'est que des fois, un mécanisme de résistance, il confère ce qu'on appelle une résistance croisée.
C'est-à-dire qu'une bactérie, elle va apprendre à résister à un antibiotique, mais elle va résister grâce à ce mécanisme à d'autres antibiotiques. Je vous donne toujours l'exemple du Staphylococcus aureus. Le Staphylococcus aureus, il a appris à résister à la pénicilline G grâce à la synthèse d'une enzyme, la pénicillinase. Il se trouve que cette pénicillinase, elle agit également sur les pénicillines du groupe A, qui n'étaient pas encore synthétisées, qui n'étaient pas encore créées lorsque le Staph aureus a commencé à exprimer sa pénicillinase. Et là, on parle d'une résistance croisée, c'est-à-dire un seul mécanisme de résistance, plusieurs molécules d'une même famille qui sont touchées. Maintenant, ce qui est encore plus dangereux, c'est ce qu'on appelle les résistances associées. C'est-à-dire que les bactéries, elles ont tendance à utiliser un mécanisme, l'accumulation de gènes de résistance pour les plasmides. Alors, les plasmides, ce sont du matériel génétique extra-chromosomique, c'est-à-dire le chiffre le chromosome, l'effet généralement des gènes de résistance. Avec le plasmide, fait une accumulation de gènes de résistance qui peuvent être transférés à d'autres bactéries. C'est-à-dire que, par exemple, une bactérie qui apprend à résister à la pénicilline G, une autre bactérie qui apprend à résister à un aminoside. Donc, elles vont se transférer les gènes. Le gène de résistance à la pénicilline G ou l'autre à l'aminoside. Et les bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont accumuler leurs gènes dans des plasmides. Donc, les plasmides, elles vont se les transférer mabinatum. Du coup, on va avoir le phénomène de résistance associée. C'est-à-dire que généralement, si tu trouves une bactérie qui résiste aux bêta-lactamines, souvent, tu vas la trouver également résistante à des fluoroquinolones ou là des aminosides. Et c'est ce qui complique votre prise en charge. Lorsqu'on vous rend des antibiotiques, des antibiogrammes avec R partout, sachez que c'est une résistance associée. Et ce qu'on vit actuellement, c'est l'expansion et l'apparition de nouvelles BMR et de nouvelles BHRO. BMR, c'est bactéries multirésistantes et BHRE, c'est bactéries hautement résistantes. Et dernièrement, on commence à parler de bactéries tautorésistantes. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir l'apparition de bactéries qui n'ont aucune solution à les. C'est-à-dire même la colistine on commence à avoir des mécanismes de résistance, même à la colistine, qui était un antibiotique qui était épargné. Il était épargné parce qu'elle était peu utilisée, justement. Donc là, vous avez les différentes BMR et BHRE. Vous avez le SAM, qui est le Staph aureus résistant à la méticilline. Les EBLSE, qui sont les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Vous avez le fameux Acinetobacter baumannii, que les praticiens connaissent très bien, qui est multirésistant aussi. Vous avez le fameux Pseudomonas aeruginosa. Et vous avez les entérobactéries productrices de carbapénémase. Concernant les ERG, les entérococcus résistants à la vancomycine et aux glycopeptides, on n'est pas super concerné par ça. Mais ce que vous allez rencontrer dans votre pratique, c'est les SAM, c'est les staph résistants à la méticilline, qui vont être résistants à toutes les bêta-lactamines. Les Acinetobacter baumannii multi-R, les internes en médecine savent de quoi je parle. Vous avez sans doute rencontré ça, surtout en réanimation. Et les Pseudomonas aeruginosa également multirésistants. Alors, cette résistance-là, on la doit à notre surusage et à notre mésusage des antibiotiques. En fait, ce qui se passe, c'est que les bactéries, ce que vous devez savoir, ça sera le principal message le webinaire. C'est qu'à chaque fois que vous utilisez un antibiotique, vous favorisez la résistance. Que ce soit d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Si vous l'utilisez d'une bonne manière, le risque ou la probabilité pour engendrer de la résistance, elle est moindre. Mais elle existe toujours. Et si vous l'utilisez d'une mauvaise façon, évidemment, le risque de développer de la résistance, il sera vraiment très important. Donc, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'à chaque fois que vous allez prescrire un antibiotique, vous allez prendre le risque pour la communauté de sélectionner des mutants résistants. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que peu importe l'antibiotique innovant ou créatif son mécanisme d'action, un jour, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura une bactérie qui va résister. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est que les bactéries auront toujours raison et auront toujours un coup d'avance sur nous. Alors, je vous laisse avec cette photo. Je pense que vous vous rappelez du 10-Year Challenge. C'était un trend qui était populaire sur les réseaux sociaux. Des gens s'amusaient à poster leurs photos en 2013 et en 2023.
Ça, c'est les antibiogrammes de 2013 qui étaient multisensibles. Vous voyez les beaux diamètres. Et dernièrement, on commence à avoir des antibiogrammes multirésistants à cause justement de ce mauvais usage et de ce mésusage des antibiotiques. Donc, je repasse la parole à Neji. J'espère que c'était En clair fait, pour cette partie. au fait Houssine, bon, on a une personne معنا في الشات نبيل قال لك ديجا تلاقى بكليبسي là cette semaine, c'est un interne en médecine, Tlemcen. Justement, oui. C'est-à-dire, on commence à décrire des klebsiella autorésistante. Non, on les a pas encore, bon, on n'est pas en capacité chez CH Tlemcen de les caractériser, mais on a eu un signalement de l'Institut Pasteur, elle a des klebsielles autorésistante. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé justement, tu prends la perche pour juste insister sur un point, ce qui s'est passé avec la colistine, c'est que la colistine, pharmacologiquement, c'est un antibiotique médiocre. Il a une mauvaise diffusion, on ne peut pas l'administrer par la voie orale, il a beaucoup d'effets indésirables. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la colistine a été épargnée. Ce qui fait qu'on avait toujours une sensibilité à la colistine parce qu'on ne l'utilisait pas. Mais une fois les cliniciens ont vraiment les entérobactéries, ils n'avaient plus de bêta-lactamine, ils n'avaient plus de fluoroquinolone, ils n'avaient plus d'aminoacides à utiliser, ils se sont tournés vers la colistine. Une fois ils se sont tournés vers la colistine, on a commencé à sélectionner des mutants résistants et on commence à avoir de la résistance à la colistine. Donc en fait, c'est ça ce qui s'est passé, où la colistine est un très bon exemple de comment on peut préserver, et garder ce terme en tête, on peut préserver un antibiotique. C'est-à-dire on peut prolonger sa durée de vie. Un antibiotique, lorsqu'il est synthétisé, il a une durée de vie de max 30-35 ans. Là, on peut l'augmenter et on peut la réduire. Et c'est ce qui s'est passé à beaucoup d'antibiotiques, qui sont les fluoroquinolones, qui étaient utilisés à tort et à travers durant la pandémie. Très bien. يعطيك الصحة حسين. J'espère que Donc il y avait c'était une clair. personne qui s'est à la Klebsiella, c'est quoi? Alors, on me répondait une entérobactérie, une BGN. Donc c'est une BGN. Une PGN qui est caractérisée justement par une forte aptitude à développer de la résistance et une forte aptitude à être fortement virulente. Donc c'est un Très cauchemar bien. pour le clinicien. Très bien. Donc merci Houssine. هضرنا على tout ce qui est déjà l'histoire ولا كيفاش بدات tout ce qui est antibactérien وكامل وصلنا la résistance. Donc là je me dis que احنا en tant que praticien ولا c'est quoi les solutions? C'est-à-dire احنا واش نقدروا نديروا concrètement ولا واش راح يندار concrètement comme solution لهاد la résistance. Et قبل ما نمد لك المايك في هاد لا كيسيون j'aimerais bien نسمع nos participants qu'est-ce qu'ils en pensent واش هما pour vous les solutions اللي راهم ينداروا اللي راكم تشوفوهم ديجا نداروا ولا de votre part اللي يقدر يهضر يلوغ son mic sinon par message. Et déjà, نبدا انا par rapport à ça déjà et corrige-moi Houssine, Oui, oui. normalement dans les pays scandinaves qui parce qu'عندهم un taux d'antibiorésistance vraiment ناقص, une fois يجي واحد par exemple de la Méditerranée ou là, ils lui font carrément un internement et des tests على les flores اللي عنده pour éviter une transmission. Oui. C'est correct هذه. Oui, oui, exactement. Exactement. En fait, quand tu consultes les recommandations, des fois nos enseignants s'amusent avec ça. Ils disent que parmi les indications, tu as la recherche du portage rectal d'entérobactéries multirésistantes. C'est-à-dire, c'est un test microbiologique. On va faire un écouvillonnage rectal pour voir à peu près la flore de la personne de quoi elle est composée. C'est-à-dire, où elle a comme bactéries son intestin. Parmi les indications, c'est un retour de zone d'endémie. Les enseignants ils disent toujours la zone d'endémie. C'est-à-dire si un jour, par malchance, vous êtes hospitalisé en Suède, ou là en Norvège ou là au Danemark, on va sans doute pratiquer un écouvillonnage rectal sur vous pour voir si vous êtes porteur d'une BMR ou d'une BHRE. Parce que si vous l'êtes, ils vont vous isoler comme si vous étiez un prisonnier. Parce que ils ont très 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 peur et ils sont très très regardants à les flores microbiennes. C'est-à-dire ils sont en train de faire des pieds et des mains pour éviter d'avoir des BMR et des BHRE dans leurs hôpitaux. Donc si vous vous pointez avec une BMR et une BHRE, croyez-moi, vous allez être mis en quarantaine. Très bien. وانتم واش هما الصوالح اللي سمعتوا بهم déjà comme solution à la antibiorésistance? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
عندنا زينب. يس زينب تفضل. دونك à mon avis شغل كاين زوج pour les médecins لازم في les ordonnances prescrire زعما vraiment prescrire les antibiotiques إلا لحالات خاصة. والدوزيام par exemple كيما المينانجيت ولا عفسة vraiment grave. والدوزيام au niveau de l'officine les pharmacies. دونك كي يجي عندك واحد يقول لك عطيني هكا فونت ليبر ولا حنا اوطون كو فارماسيان انا ما نمدش برك زعما باوردونونس فريمون باش نعرف بلي راه ايطا غراف بزاف باش نمد له. دونك هذا هو على حسب رايي. Très bien, يعطيك الصحة زينب. Je pense qu'on va prendre plusieurs réponses. من بعد je te relance le mic Houssine, ok? Oui, vas-y. On a Tedjo, c'est une prescription qu'en cas de nécessité déjà et éviter l'automédication. Très très bien, c'est un très bon point. Houssine Chouar qui dit qu'il faudrait une réinvention de notre approche aux infections, cibler le comportement bactérien, améliorer la prévention et optimiser l'utilisation des traitements existants. Le point à améliorer la prévention, déjà c'est un point c'est un point très important. Ouais. Nihal, c'est éviter la surconsommation plus la sensibilisation. Très très bien. La sensibilisation, c'est un point très 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 important. Donc, je pense qu'on a eu un petit quota de réponses. Je te relance la question encore une fois, Houssine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le volet solution. Alors, justement, comme ça faisait partie des questions que vous aviez le quiz, par rapport à l'impact de l'antibiorésistance en 2050. Il est vrai qu'aujourd'hui, les cancers causent plus de mortalité que l'antibiorésistance. Mais d'après les prévisions de l'OMS, en 2050, l'antibiorésistance causera plus de décès que les cancers. C'est quelque chose d'effrayant et c'est quelque chose qui a poussé l'OMS à faire ou à réaliser un plan de lutte contre l'antibiorésistance dans le but de diminuer cette mortalité prévue en 2050. Alors, le plan, il est basé sur plusieurs piliers. Et le premier pilier, comme vous l'avez cité, c'est tout d'abord effective governance, awareness and education. C'est ce que vous avez cité. Donc, c'est-à-dire on va encourager à une meilleure utilisation, mais surtout, et c'est l'objectif, en tout cas c'est ce qui me motive à communiquer énormément à ce sujet, c'est awareness and education. Et là, je pense, pour reprendre un slogan qui a été utilisé par la SAMIC dernièrement, c'est la Société algérienne de microbiologie, qu'on peut combattre la résistance par la connaissance. C'est-à-dire que si on forme convenablement nos professionnels de santé, on peut avoir un impact direct sur l'antibiorésistance. Je vous ai déjà expliqué que l'antibiorésistance, c'est une fatalité. Mais c'est obligatoirement parce que les bactéries, elles sont naturellement programmées pour résister. Elles sont naturellement programmées pour évoluer vers la résistance. Mais si on utilise convenablement nos antibiotiques, on prolonge leur durée de vie en attendant de trouver une meilleure solution. On commence déjà à avoir des embryons de solutions, on commence à avoir la phagothérapie, mais pour l'instant, notre seul rempart contre les bactéries, c'est les antibiotiques. Et si on veut éviter d'avoir des décès qui m'offrent les siècles d'avant avec une simple infection cutanée, et c'était une question aussi pour le quiz, si on laisse l'antibiorésistance augmenter, on va se retrouver avec des décès avec des infections cutanées banales, des infections cutanées qu'aujourd'hui on traite très simplement. On va se retrouver avec beaucoup de soucis plus tard et un taux de mortalité impressionnant à cause de cette antibiorésistance. Donc le premier pilier, c'est vraiment la prévention et la documentation autour de ce sujet-là. Ensuite, évidemment, on peut aussi parler de la précision de l'utilisation, la précision du diagnostic microbiologique. Et là, c'est beaucoup plus, ça dépend des microbiologistes. C'est-à-dire le fait de, on donne de meilleurs résultats aux cliniciens, on va améliorer la prise en charge. Mais je voulais vraiment insister, donc le plan d'OMS, je vous ai mis le lien, vous pouvez le consulter plus tard, mais je voulais vraiment insister, en tout cas, à mon approche, ma vision, ou surtout,
si on essaie d'être stoïque, c'est-à-dire le point sur lequel on peut agir, c'est vraiment l'éducation et l'enseignement des antibiotiques. Comme professionnel de la santé, vous êtes appelé à vous former à ce sujet pour communiquer déjà avec le grand public, pour communiquer avec vos confrères et consoeurs, pour améliorer l'utilisation des antibiotiques. Donc, je vous ai laissé le lien, le plan de l'OMS. Vous pouvez tout à l'heure le consulter ou là plus tard. Mais vraiment, Anna, je voulais vraiment insister sur ce point. Très bien. Merci Hussein pour la réponse. En tout cas, on a terminé la partie falsafa, la partie philosophie, le mindset اللي حابين نفوتوها لكم à travers ce mythe. Et maintenant, on peut passer à la partie plus ou moins pratique. Plus ou moins, on va toucher à la matière. Donc déjà, ça va? Est-ce que ça va? Juste en chat, ça va pas, bien, c'est bien, c'est clair, il n'y a pas de problème. Ok, on a des likes, on a great, très bien, super. Ok, très bien. Donc, là, je te repasse la parole, Hussein, pour entrer directement dans le vif du sujet, le côté pratique de la chose. Alors, Hanan, je reviens vers toi avec une question. En fait, je pense que tu es en 6e année, donc tu as quand même une petite expertise ou une petite expérience, disons, les services cliniques. Je vais te poser la question. C'est quoi le process, c'est quoi la réflexion avant d'introduire un antibiotique chez un patient? Et la question est posée à tout le monde, c'est-à-dire toute personne qui a déjà fait de la médecine en pratique, que ce soit en communautaire ou à l'hôpital, j'aimerais avoir vraiment cette réponse-là. Parce que je pense que le souci, il est là. Ok. De ma part, Anna, ce que je peux te donner comme exemple, c'est un exemple à chaque fois à chaque fois que il est très concret, très pratique, je trouve بزاف. C'est هذيك العفسة تاع واحد اللي عنده الكحة، عنده جو سي با une infection virale، يقول لك سي الباسيون عندها النخمة كما نقولوا ان كراشة فيرداتر ولا الاخر، دونك نخمو في سور انفيكسيون نمدلو لونتيبيوتيك. Donc, c'était surtout fait avec la transition, tu as une infection virale, alors que c'est possible qu'on ait une surinfection bactérienne à ne mettre dans les signes cliniques. Donc, c'est un exemple assez vraiment simpliste, mais à chaque fois, Jennifer Assi qui dit Winta, c'est le moment. Très bien, ok. On a une autre personne qui de sa main, je pense cytokine. Cytokine, si vous avez une réponse. C'est un nom original. Très original. Et dans le contexte, presque. Cytokine, are you here? Tani, les autres personnes là, est-ce que vous avez des réponses? Les personnes qui ont vos interventions. Nabil, tfaddal Nabil. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Maintenant, je suis en P3 à l'internat. Je vais vous parler de mon expérience devant nos patients, les gens. La première réflexion, justement, pour prescrire une antibiothérapie, c'est pas la nécessité, mais malheureusement, c'est le médico-légal derrière. C'est-à-dire, des fois, on a des patients qui sont opérés, ils vont sortir, on a fait une opération qui est hyper propre, il n'y a pas eu de trucs sceptiques ou là. Quand il va sortir, on va donner de l'antibiothérapie et on va taper fort. C'est-à-dire c'est la même antibiothérapie اللي يخرج بها واحد آخر. Déjà ça c'est de 1. C'est-à-dire le médico-légal est derrière le médecin, il va te dire Anna, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'antibiorésistance si au final je vais finir en prison. Donc à de 1. La deuxième réflexion اللي عندهم c'est est-ce que هذا البنادم راه عنده des globules blancs طالعين et une CRP élevée. Oui, أعطيه antibiotique. C'est ça, c'est aussi simple. راه عندك des globules blancs شحال راهم 13000 أعطيه antibiotique. Même si tu vas rien gagner بالك, tu vas rien perdre. Et c'est ça le problème là, je pense, c'est que on n'a pas vraiment une formation derrière. Et d'ailleurs راني en chirurgie
quand il y a des patients qui sortent, des fois, je me demande, Hada, je vais lui donner la durée de l'antibiothérapie parce que l'interne, c'est lui qui va rédiger l'ordonnance. تمشي عند ريزيدونت ولا شحال نعطيه طبيبات في اوروكان صح شحال نعطيه ايوا اعمل له 5 ولا 7 مش عارف تعمل لها سي سا لا ريبونس دونك انا تما جو مو دوموند الا كامل لي باسيون نمشيو لهم هكا تاع ايوا اعمل له شحال ما تحب لا ديوغي اللي تحب اي بان او فينال اون اورا لونتيبيو ريزيستونس فورسيمون اون اورا لونتيبيو ريزيستونس ثانك يو يعطيك الصحة. يعطيك الصحة نبيل. Merci pour ta réponse. D'autres réponses? Est-ce que quelqu'un d'autres réponses? On va نخلو حسين sum up everything. Bon, en message, راه كاين خديجة قالت لك demander s'il était déjà sous traitement d'un antibiotique. Latifa, en premier, je classe la BAC, la bactérie, voilà. On a une personne qui s'appelle non-prénom. Tout dépend de la symptomatologie et de la maladie en cause. On peut se situer dans quelle classe on est. OK. D'autres réponses? On a Lina Motivation. Yes, tfadli. Vous pouvez ouvrir votre mic. السلام عليكم. بون عليكم السلام. انا على حسب واش راني نشوف سي كو في لي بريزونطيسيون هم تيديروا فريمون اون بون انتيروغاتوار باش يعرفوا لي ديتاي ولا سيمبتوماتولوجي اسكو كان ديجا اسكو هكا شغل ديريكتومون نبداو لي زانتيبيوتيك اي اوسي تانيك لازم نشوفوا هذيك لي كاين وين يزيدوها شغل على حسب لي زونتيسيدون genre كاين وين نورمال الا واحد انه كومبيتون تو وين نقدروا ما نبداوش ولا يعني ليطا تاعو يكون نورمال سوسبكت با فريمون حاسه غافي تو كاين وين نقدروا نبداو بلا انتيبيوتيك باغ كونطخ كاين وين دي زونتيسيدون دي بان دي زونتيسيدون دي امينو ديبريسيون ولا كاين وين لازم شغل نمدو لهم donc نقول هكا donc ça dépend des antécédents la symptomatologie la gravité des symptômes et tout donc chaque cas عنده عفسه ماشي زعما انا نشوف هذه وهذه وهذه خلاص انتيبيوتيك وسي تانيك هما كيتب لي لازم تانيك يعرفوا بلا تاع كل انتيبيوتيك وشنو هو واش يمدوه ماشي غير هكا برك دونك روماركيت نورمالمون حسيت بلي شغل عندنا مونك شويه ديجيتاسيون على لي زانتيبيوتيك. Très bien. Très bien. يعطيك الصحة Lina pour votre contribution. نقرا لك les deux derniers commentaires et je te tends la parole Hussein. Donc Anan Nesrine راح يقول لك l'exemple que j'ai eu en tête c'est l'introduction en urgence. نمدو un spectre large puis on adapte à حسب l'antibiogramme. Et Amina قالت لك ça dépend de la pathologie suspectée et aussi du terrain du patient. Je pense qu'on a eu un assez bon lot de réponses. Je te laisse la parole, Hussein. Merci beaucoup. C'était des réponses extrêmement enrichissantes. Je vous remercie pour votre intervention. Étant donné que je suis pharmacien de formation, j'étais pas en contact avec les terrains cliniques ou chirurgicaux ou médicaux qui m'ont livré. Donc c'est vraiment très enrichissant pour moi d'avoir ce retour. En fait, à partir de vos réponses, j'ai constaté une chose. J'ai constaté en fait que l'approche de l'antibiothérapie qui est dans c'est-à-dire la conception, le médecin ou le praticien, c'est qu'il conçoit l'antibiothérapie exactement comme il conçoit par exemple un traitement contre le diabète ou un traitement contre l'hypertension. En fait, une antibiothérapie, on ne traite pas l'homme, on traite la bactérie. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'antibiothérapie, vous avez trois c'est-à-dire protagonistes. Vous avez l'antibiotique lui-même, vous avez l'hôte, mais ce qui est ciblé, c'est la bactérie, c'est pas l'hôte. Donc, la réflexion que la majorité des praticiens ont, c'est qu'ils omettent la bactérie de leur réflexion. Pour eux, et c'est ce qui a été dit, le patient il sort d'une chirurgie, le patient il est immunodéprimé, le patient il a des globules blancs élevés, on tape avec une antibiothérapie.
où est la bactérie dans ce raisonnement? Elle est quelque part. On la soupçonne. On pense qu'elle est là. On suppose qu'elle est là. Mais on n'a pas une idée sur est-ce qu'elle est là, oui ou non. Si elle est là, c'est quel type de bactérie? Si je connais ce type de bactérie, est-ce qu'elle a des résistances acquises ou là, etc. Donc, c'est le premier point que je voulais aborder. C'est-à-dire que vous devez laisser dans votre esprit, si vous donnez un antibiotique, c'est éventuellement pour traiter une infection bactérienne. Non pas pour traiter l'hôte, c'est pour traiter la bactérie, c'est pour tuer ou bloquer la bactérie qui est en train, elle, de causer une pathologie ou des manifestations cliniques chez votre patient. Deuxième chose que j'ai constaté aussi, c'est que le rapport bénéfice-risque, l'introduction d'une antibiothérapie, il n'est pas du tout considéré de la bonne manière. Je vous explique. Vous avez un patient qui est diabétique. Vous êtes sur le point de lui introduire un traitement à base d'ADO ou là, une insulinothérapie. Vous devez effectuer une éducation thérapeutique. Vous devez lui expliquer comment il va prendre son traitement pour éviter qu'il y ait des effets indésirables. Alors, le bénéfice chez ce patient, si vous introduisez par exemple des ADO, c'est que vous allez éventuellement améliorer ses chiffres de glycémie. Si vous améliorez ses chiffres de glycémie, il va avoir moins tendance à faire des complications sur le long terme. S'il utilise mal son traitement, vous le mettez en danger d'une hypoglycémie. L'hypoglycémie, elle va mettre en danger le patient lui-même, c'est tout. Par contre, à chaque fois que vous introduisez un antibiotique, le rapport bénéfice-risque que vous devez prendre en compte, c'est je mets mon patient d'un côté et je mets toute la communauté, moi y compris, dans l'autre balance. C'est-à-dire à chaque fois que je vais donner un antibiotique, est-ce que la vie de mon patient, c'est pas la vie de mon patient, est-ce que la situation nécessite l'introduction d'un antibiotique, en sachant que cette introduction d'antibiotiques, surtout si elle est à large spectre, elle va sélectionner des mutants résistants qui peuvent éventuellement un jour causer mon propre décès si je me retrouve hospitalisé en réanimation. C'est ça la question que je vous pose. Et maintenant, si vous avez ça en tête et que vous décidez d'introduire quand même une antibiothérapie, je ne peux pas m'y opposer. Si un réanimateur me dit, voilà, moi je prends la décision, étant donné, j'ai pris tous les éléments en considération et j'introduis une antibiothérapie à large spectre, parce que j'ai cet argument-là, cet argument-là, cet argument-là, je ne peux pas discuter. Parce que vous êtes les cliniciens, vous êtes plus au courant, vous avez plus d'expérience avec le patient. Par contre, là où je peux discuter, c'est lorsque j'ai un patient qui se présente avec un syndrome pseudo-grippal qui ressemble tout bonnement à un rhume banal, sans facteur de risque de complication, et qu'on le tape avec de l'azithromycine. Là, je ne comprends pas. C'est vraiment les cas qui me posent problème. Ce n'est pas les cas de réanimation où, à la rigueur, on ne peut pas se prononcer. C'est beaucoup plus les cas en communautaire où là, les cas de prescription d'antibiotiques, par exemple, face aux diarrhées, je ne comprends jamais pourquoi on prescrit du métronidazole. Et c'était une question de le quiz. Le métronidazole ne doit jamais être prescrit pour une diarrhée, sauf si vous suspectez que c'est une diarrhée très particulière. La plupart des diarrhées sont d'origine virale. Il y a même des personnes qui travaillent en officine qui ne sont même pas au courant que le métronidazole flagyl, c'est un antibiotique. Donc, c'est ça qui me pose problème. Alors, on va essayer, évidemment, d'avoir une petite approche simplifiée de comment réfléchir avant d'introduire une antibiothérapie. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que je suspecte une infection bactérienne? Donc là, on avait tout à l'heure discuté des signes cliniques, fièvre, globules blancs élevés, éventuellement la présence d'un peu, etc. Admettons que je réponds par oui. Quelles sont les espèces responsables de cette infection? Et c'est là où, malheureusement, la majorité des cliniciens, on les perd à le point, par manque de base en microbiologie. En fait, la microbiologie médicale, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité qui est organisée sous forme de tiroir. C'est-à-dire, si vous me dites pneumonie nosocomiale, je sors un tiroir et je vous dis Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, etc. Alors, en France ou même en Europe, les cliniciens ont ce raisonnement. Ils ne sont pas évidemment aussi documentés que le serait un microbiologiste, mais ça a le raisonnement dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ont quelques tiroirs bénins. Et non, de par mon contact avec les cliniciens, je vois que
vraiment les bases en microbiologie sont extrêmement frileuses. À part les excellents cliniciens qui ont des bases solides en microbio, la plupart ne peuvent pas te sortir quelles sont les bactéries éventuellement responsables d'une infection précise. C'est-à-dire, par exemple, quelle est l'antibiothérapie éventuellement à proposer face à une pneumonie, etc. À la rigueur, qu'il y ait les recommandations. Mais pour lire les recommandations, il faut aussi comprendre. Il faut aussi avoir une idée il faut avoir des bases en microbio. Ensuite, je suspecte une infection bactérienne. J'ai ma liste de bactéries potentiellement responsables de cette infection. Quel antibiotique pourrait agir sur ces bactéries? Donc, je dois ensuite faire un raisonnement sur les résistances naturelles et éventuellement sur les résistances acquises. Les résistances acquises, les résistances naturelles, c'est théorique, c'est stable. Les résistances acquises, je dois me documenter. Je dois voir qu'est-ce qui est fait au niveau national. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites au niveau de mon CHU? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites au niveau de mon service? Est-ce que, par exemple, on isole, des E. coli résistantes aux céphalosporines de 3e génération? Est-ce qu'on isole des bactéries résistantes à ce type de... Je dois avoir une idée sur l'écologie bactérienne de mon service ou là, éventuellement de ma structure. Ça, c'est un argument qui va vous aider énormément à choisir une antibiothérapie. Et ensuite, vous pensez à l'introduction de l'antibiothérapie, mais avant de l'introduire, est-ce que je peux faire un prélèvement? Est-ce que le microbiologiste peut m'aider? Alors là, évidemment, je sais que certaines structures des labos de microbio, certaines personnes ne font pas confiance ou n'ont pas confiance en les résultats de certains laboratoires qui proposent des prélèvements ou des traitements de prélèvement de microbio, ça je le comprends. Mais gardez en tête qu'il y a toujours la possibilité d'effectuer un prélèvement bactériologique. Là, ce qu'on rencontre, c'est que malheureusement, les cliniciens nous contactent qui haslent vraiment. C'est-à-dire, généralement, ils entreprennent une antibiothérapie probabiliste. Si le patient évolue d'une mauvaise manière, ils commencent à nous envoyer des prélèvements. Là, ça dénote un manque de l'organisation de leur réflexion par rapport à l'introduction de l'antibiothérapie. Il faut toujours envoyer le prélèvement avant d'introduire l'antibiothérapie. Vous nous envoyez le prélèvement, vous introduisez votre antibiothérapie. Vous n'attendez pas notre résultat. Mais le prélèvement que vous allez nous envoyer, il va être fait hors antibiothérapie. Et ça nous aide énormément pour notre interprétation. Vous avez fini votre raisonnement microbiologique. Ensuite, il faut passer au raisonnement pharmacologique. C'est ce qui complique encore plus la partie. C'est que maintenant, c'est bon, vous avez localisé, vous avez une idée sur les bactéries, vous connaissez l'antibiotique à utiliser. Maintenant, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il diffuse bien? Par exemple, si je veux traiter une infection osseuse, il faut faire attention. Mais si les antibiotiques diffusent le tissu osseux, mais si les antibiotiques diffusent à travers la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça que certains antibiotiques sont utilisés à dose ménagée. Donc, il y a une autre réflexion pharmacologique. Ensuite, comment je vais l'administrer? Est-ce que je vais administrer un bolus qui m'a pour les aminosides ou là je vais administrer à des doses répétées qui m'a pour les bêta-lactamines? Donc, certains sont dose dépendants, certains sont temps dépendants. Certains, leur efficacité, elle augmente si je donne une grande dose d'alba wahda ou l'autre, je suis obligé de laisser le patient exposé à des doses répétées de l'antibiotique. Ensuite, par quelle voie dois-je l'administrer? Est-ce que je pense à une voie orale? Est-ce que je pense à une voie injectable? Et enfin, et il faut garder ça en tête, y a-t-il une contre-indication à l'utilisation d'un antibiotique? Alors, j'imagine que votre pratique, maximum, vous vous posez 3 des 4 questions. Je viens de les poser. Le but, c'est vraiment d'élargir votre horizon. À chaque fois que vous êtes face à une antibiothérapie, une probabilité d'introduction d'antibiothérapie, il faut penser à ça. Alors, un dernier point concernant les résistances naturelles et acquises. Bon, les résistances naturelles, vous les trouverez dans les manuels de microbiologie, vos cours, ça, il n'y a pas de souci. Pour les résistances acquises, si vous ne pouvez pas faire de prélèvement ou si vous n'arrivez pas à faire de prélèvement ou s'il n'y a pas de labo de microbio là où vous êtes, vous devez vous documenter. Alors, comment vous documenter? Vous avez le site de l'ARN, c'est le Réseau national de surveillance des résistances. Vous avez le CLSI qui est la structure américaine, vous avez le SFM qui est la structure française et vous avez l'OMS qui est un truc mondial. Donc, Hadou, il publie généralement des rapports. L'ARN, chaque année, on publie un rapport national sur les résistances. Donc, vous pouvez le consulter, vous pouvez voir
grosso modo comment évoluent les résistances acquises, ça vous permettra de mieux choisir votre antibiotique. Mais évidemment, la méthode la plus efficace, c'est de faire un prélèvement et de solliciter le microbiologiste de votre structure. Alors, j'espère que c'était clair. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette partie? Il y avait deux messages. Il y avait Medical Student qui avait une maître assistante qui nous a dit la dernière semaine qu'on doit donner de l'antibiothérapie systématiquement à un diabétique avec une infection virale, grippe par exemple, sans signe de surinfection bactérienne. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai pas trouvé de recommandation. Elle dit de 1. Et de 2, Lemia, pour moi, il faut adapter la performance des tests à la demande des médecins afin d'éviter ce genre de prise en charge. Il faut commencer les antibiotiques car l'antibiogramme dure 24 heures. Oui, ça je l'ai déjà dit. N'attendez pas notre résultat. Vous commencez votre antibiothérapie. Néanmoins, vous faites votre prélèvement avant. Faites le prélèvement, vous introduisez votre antibiotique et vous attendez. Si le patient évolue bien et le résultat de l'antibiogramme vous conforte dans votre antibiothérapie, tout le monde est gagnant. Si l'antibiotique choisi présente une résistance, non, vous pourrez le réadapter assez rapidement avec le résultat de l'antibiogramme. Concernant l'autre remarque par rapport aux diabétiques, aux facteurs de risque, bon, c'est toujours le conflit scientifique qui y a entre les microbiologistes et les cliniciens. Là, on a tendance à, c'est-à-dire être un peu strict sur la prescription d'antibiotiques. On essaye de l'éviter au maximum. Par contre, les cliniciens, comme l'a dit tout à l'heure Nabil, ils ont beaucoup plus tendance à prescrire des antibiotiques. C'est évidemment une différence d'approche. Chacun selon sa spécialité ou la vision. Mais bon, personnellement, selon ma vision en tant que microbiologiste, je pense que il faudrait vraiment penser à 2 fois avant d'introduire une antibiothérapie, surtout s'il n'y a pas forcément de facteur de risque ou de signes de surinfection. Très bien. Donc, on te relance le mic pour la suite, pour voir avec les schémas les khawfou تاع الكور. Alors justement, en fait, maintenant, le point, c'est-à-dire on a convergé vers ce point durant toute la séance, c'est que on va essayer de combattre la résistance par la connaissance. Et je vais essayer, et on avait discuté avec Naji, éventuellement, si vous êtes d'accord, peut-être faire une deuxième session. On va se focaliser seulement sur le côté connaissance autour des antibiotiques. Aujourd'hui, on va faire une petite approche. Je vais essayer de vous donner des petites astuces sur comment vous organiser le cours des antibiotiques. Alors, ça, c'est la grosse classification des antibiotiques que vous avez sans doute toutes et tous rencontré durant vos cours. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, ça c'est le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que face à un tas d'informations, il faut les classer et les ordonner au maximum. C'est-à-dire que votre première tâche avant d'étudier le cours des antibiotiques, c'est d'organiser vos informations. Alors, la première étape à faire, en fait, j'ai vu beaucoup de personnes faire une bêtise, c'est celle de prendre le cours et de l'attaquer directement d'une manière horizontale. Nous famille par famille. On commence par les bêta-lactamines, pénicilline, puis céphalosporine, carbapénum, monobactam. On continue. Généralement, qui ouslent les aminosides, ils sont déjà morts. Et ce qui arrive, c'est que, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté, c'est que généralement, les externes et les internes en médecine, ils connaissent assez bien les bêta-lactamines. Ils connaissent assez bien les aminosides. Et peut-être un peu la vancomycine, les macrolides, les fluoroquinolones, on avance le cours, les connaissances diminuent. Ça dénote que l'approche du cours elle a été horizontale. Et je suggère tout d'abord une approche verticale. Ça suggère que l'approche du cours elle a été verticale. Le cours, vous l'avez attaqué par les Et je suggère tout d'abord une approche horizontale, c'est-à-dire que vous devez tout d'abord faire un petit inventaire de ce qui existe. Donc, pour ça, je vous suggère tout d'abord de classer les antibiotiques selon leur mécanisme d'action. Alors, les antibiotiques sont classés selon leur mécanisme d'action. Les antibiotiques stars, c'est les antibiotiques agissant sur la synthèse de la paroi, plus précisément la synthèse du peptidoglycane. Ensuite, vous avez la synthèse protéique, qui auront des sous-classes, et ensuite, vous avez les antibiotiques qui vont agir sur
la synthèse des acides nucléiques, sans oublier les antibiotiques qui vont agir sur la membrane cytoplasmique. En fait, comme les composants essentiels ou indispensables de la bactérie vont être ciblés par les antibiotiques. Donc, première approche, c'est classer les antibiotiques selon leur mode d'action, selon leur mécanisme d'action. C'est-à-dire que vous devez être capable de citer le mode d'action de chaque antibiotique que vous connaissez ou là que vous avez en pratique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous passez à la classification chimique, c'est-à-dire à l'intérieur des classes organisées selon le mode d'action, vous passez aux familles. Donc, vous avez par exemple les inhibiteurs de la synthèse, vous avez les bêta-lactamines et vous avez les non-bêta-lactamines. Parmi les non-bêta-lactamines, vous avez les glycopeptides et les autres. Ensuite, à l'intérieur des bêta-lactamines, vous avez les pénicillines, les céphalosporines, les monobactam et les carbapènes. Ça, c'est première approche. Ensuite, vous passez médicaments inhibant la synthèse protéique, maintenant 30S et 50S. Pour les antibiotiques agissant sur la sous-unité 30S, ou comme famille. Pour les antibiotiques agissant sur la sous-unité 50S, qu'est-ce qu'on a comme famille? Et vous continuez comme ça, vous n'attaquez pas le cours tant que vous n'avez pas maîtrisé cela. Alors pour cela, je vous propose cette classification. Donc je vais vous envoyer le support tout à l'heure. Sinon, je salue ma collègue Dr Arabi qui a réalisé une très belle classification. Donc c'est une résidente au niveau du CHU Moustapha Bacha. Je vais vous communiquer tout à l'heure aussi le PDF qui est très bien fait, où elle a classé les antibiotiques selon leur classification. C'est à peu près, elle s'est inspirée de la classification que je vous ai montrée tout à l'heure, mais c'est quoi la valeur ajoutée de cette classification? C'est qu'elle vous a mis en même temps les spectres, ici, donc avec un code couleur pour les spectres, ce qui va agir sur la gamme positive, ce qui va agir sur la gamme négative, ce qui va agir sur les staphes, ce qui va agir sur les bactéries intracellulaires, et vous avez aussi ce qui est présent la nomenclature algérienne. D'accord? Donc, vous avez le tout, un même support. Donc, je favorise ce genre d'approche. D'accord? Et ça va rester pour vous un document de référence. Vous pouvez le consulter. C'est un document qui a été validé par professeur Gourari, qui est chef de service à CHU Moustapha Bacha. Donc, vous pouvez l'utiliser durant votre pratique ou durant votre révision. Alors, c'est ça l'approche qui est conseillée. C'est-à-dire, on ne va pas directement attaquer le cours d'une manière verticale. On commence tout d'abord à étudier les classes, à voir comment c'est classé, etc. Donc là, vous avez vraiment le tout qui est organisé. Vous pouvez le reprendre à votre façon, faire des petites cartes de révision à partir de cette classification. Alors, on va continuer maintenant. Donc, une fois que c'est bon, vous êtes situé les familles, eh bien, vous allez attaquer. Alors, ce que j'ai fait aussi, là, faire de la classification, je vous ai souligné et encadré les molécules que j'estime être indispensables à connaître pour un externe en médecine ou un interne en médecine. Donc, c'est vraiment les molécules que vous allez le plus souvent rencontrer dans votre pratique. Alors, une fois que cela est fait, ce que vous allez faire après ça, vous allez attaquer chaque famille. Alors, comment vous allez le faire? Vous allez tout d'abord réaliser le plan que je vous suggère. Alors, le plan, vous allez retrouver toutes les informations que vous allez rencontrer dans votre cours. Vous pouvez les reclasser ici. Le but, ce sera que, quelles les informations que nous organisons, ou que vous ayez, encore une fois, la notion de tiroir. C'est-à-dire, si je vous pose la question bêta-lactamine, spectre d'action, ou la bêta-lactamine, mode d'action, hop, vous allez directement dans votre mémoire et vous me sortez la réponse. C'est ça l'idée. Si vous partez à l'abordage en mode je vais essayer de faire un résumé ou là je vais essayer je sais pas, apprendre les mots-clés, vous allez sans doute vous perdre. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout d'abord d'attaquer. Donc, vous prenez par exemple les bêta-lactamines. Tout d'abord, structure et classification. Donc, vous faites, ou là vous mettez toutes les informations que vous avez votre support vers de la partie. Ensuite, mécanisme d'action. Vous décrivez le mécanisme d'action. Ensuite, modalité d'action. Alors, modalité d'action, c'est est-ce que c'est bactéricide ou là c'est bactériostatique. Ensuite, vous parlez du spectre d'action. Alors, le spectre d'action, n'allez pas beaucoup les détails.
essayer de cibler les mots-clés. Est-ce que c'est spectre étroit, spectre large ou les spectres uniques, c'est-à-dire ça cible un seul type de bactérie. Est-ce que ça agit sur les grammes positifs? Est-ce que ça agit sur les grammes négatifs? Et pour les indications, est-ce que c'est prescrit pour un type en particulier d'infection? Parce qu'il y a certains antibiotiques, on parlait tout à l'heure avant qu'on commence le mythe. Par exemple, vous avez la classe des phénicolés, le chloramphénicol qui est restreint à l'utilisation pour la fièvre typhoïde en Algérie. Donc, c'est une indication importante à connaître. Vous avez également la rifampicine qui est exclusivement utilisée pour le traitement de la tuberculose, donc, comme un antituberculeux. Donc, ça, c'est des notions très importantes. Donc, la partie spectre d'action et indication, ça sera sans doute la partie qui va vous prendre le plus de temps. D'accord? Donc, essayez de vous organiser maintenant. On va sans doute, comme je l'avais proposé le Naji, si vous êtes d'accord évidemment, on organisera probablement une autre session les prochains jours pour vous parler de comment comment retenir plus efficacement les spectres d'action. Ensuite, vous avez vos données pharmacocinétiques. Donc, concernant les données pharmacocinétiques, vous allez dire est-ce que c'est bien absorbé par la voie orale? Donc, vous allez classer ADME, absorption, distribution, métabolisme, élimination. Est-ce que c'est bien absorbé par la voie orale? Est-ce que c'est pas absorbé par la voie orale? Ça va être administré seulement par la voie injectable comme les aminosides ou la lacolycine. Est-ce que c'est métabolisé par le foie? Est-ce que c'est métabolisé par le rein? Est-ce que c'est une prodrogue? Est-ce que, etc. Donc, toutes ces informations-là. Où est-ce que ça va se distribuer? Est-ce que ça va diffuser dans les os? Est-ce que ça va diffuser dans le système nerveux central, etc. Donc, comme les informations, vous devez les retenir. Ensuite, vous passez aux effets indésirables. Alors, les effets indésirables, vous devez savoir qu'il y a des effets indésirables spécifiques de chaque molécule, de chaque classe, ou qu'il y a des effets indésirables qui sont globaux à tous les antibiotiques. Donc, tous les antibiotiques peuvent causer évidemment une diarrhée post-antibiotique. Ils peuvent causer des dysbioses, etc. Maintenant, il y a certaines molécules qui sont connues par des effets indésirables spécifiques. C'est des points qui sont hyper tendants pour les examens. Par exemple, si je vous dis, par exemple, les aminosides, évidemment, c'est autotoxicité, néphrotoxicité. Donc, c'est un effet indésirable spécifique. Donc, essayez de classer ça aussi de cette manière. Maintenant, la section autre, vous allez ajouter toutes les autres informations, les marques de sous-classées dans n'importe quelle de ces classes. Le but, c'est qu'à la fin de votre résumé, vous allez vous retrouver avec des fiches. Et les fiches, elles sont toutes organisées de la même façon, ce qui va vous permettre également d'être dans l'horizontalité de la chose. C'est-à-dire que vous allez comparer. Par exemple, je vais prendre les bêta-lactamines, la pharmacocinétique des bêta-lactamines. Et je vais essayer de la comparer à la pharmacocinétique des aminosides. Pourquoi les bêta-lactamines sont généralement préférées en communautaire? Parce qu'ils peuvent être administrés par la voie orale. Par contre, les aminosides ne peuvent pas être administrés par la voie orale. Donc ça, je fixe l'information. Et vous essayez de faire ce genre de réflexion. C'est comme ça que vous allez retenir un maximum de choses. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, évidemment, sur l'approche, on continue d'en discuter. Sinon, évidemment, vous pouvez vous aider avec des images ou des représentations. Comme je vous ai mis la phosphomycine, dont l'indication principale, c'est des infections urinaires non compliquées. C'est généralement les cystites. Chez la femme, on donne généralement de la phosphomycine à partir seulement de la bandelette urinaire. Vous avez également le Redman syndrome, qui est un effet indésirable spécifique de la vancomycine. Donc, c'est un effet indésirable qui est dû, si on administre la vancomycine trop rapidement, on peut avoir un Redman syndrome dû à une forte libération de l'histamine chez le patient. Donc, c'est pour ça que généralement, on privilégie l'administration par une seringue électrique. La seringue électrique, elle va permettre d'administrer la vancomycine avec une vitesse ou un débit assez, c'est-à-dire stable et réduit. Vous avez également les fluoroquinolones et les tétracyclines qui doivent être pris à distance des repas, surtout les repas riches en dérivés laitiers, parce qu'en présence de calcium, les fluoroquinolones et les tétracyclines vont être complexés par les cations, trouvés essentiellement le lait dont fait partie le calcium, et donc ça va nous former des complexes qui ne vont pas être absorbés, donc là on va avoir un risque d'échec thérapeutique. Alors, on peut continuer de discuter du cours, mais ce que j'ai à vous dire encore une fois, c'est qu'il
Il faut combattre la résistance par la connaissance. Plus vous vous documentez sur ce sujet, mieux vous prescrirez les antibiotiques et moins on aura de sélection de mutants résistants. Alors, en attendant, j'ouvre le débat concernant le cours des antibiotiques. Quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées? C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on discute vraiment de cette partie. Je vais aussi ouverte pour que je puisse répondre à vos questions. Très bien. Déjà, on a quelques questions. On commence déjà par Zineb. Quelles sont les meilleures pratiques à adopter en laboratoire de microbio pour garantir des résultats précis et éviter les contaminations? C'est plus terrain comme. Alors, bon, maintenant, il y a énormément de choses à faire pour ça. Mais, c'est-à-dire une pratique que je n'ai pas souvent rencontrée sur le terrain, surtout sur le terrain privé, c'est le contrôle qualité. Vous devez effectuer des contrôles qualité de vos réactifs. Vous devez faire le contrôle qualité de vos milieux. Vous devez faire le contrôle qualité de vos disques. Et vous devez également faire le contrôle qualité de votre manipulation. Alors, les contrôles qualité, qui sont des sources de référence que l'on va tester avec certains antibiotiques. Donc, les tests, en comparant avec des références, on va savoir si nos antibiogrammes sont précis ou non. Donc, Zineb, si tu as des questions plus précises, je me ferai une joie de te répondre en privé parce que ce n'est pas forcément le but de la session, mais on peut discuter de ça plus tard. Très bien. On a une autre question d'Oussama. Mais selon vous, docteur, est-ce qu'en face de toute infection rhinopharyngite, on doit faire des prélèvements? Alors, il y a beaucoup à discuter sur le sujet. Alors, en fait, c'est l'expérience du clinicien. Mais on voit c'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que les cliniciens ne font pas souvent cette réflexion? Généralement, les infections de la sphère ORL sont des infections virales. Donc, Naji, tu es bien placé pour le savoir, je pense, avec le module ORL. Donc, il y a évidemment que l'indication, les prescriptions, plutôt les ECB, elle est moindre. Mais on laisse toujours le soin aux cliniciens de choisir ou de choisir de faire ou non un ECB selon les conditions, selon son expérience avec le patient. Là, on est toujours là, c'est-à-dire on reçoit les prélèvements, on peut toujours chercher. Ça ne coûte rien de faire un prélèvement, surtout si vous avez une disponibilité autour de vous. Mais il y a toujours la réflexion du clinicien qui parce que vous êtes en face du patient, il sait comment se présentent cliniquement les infections bactériennes, les infections virales. Il faut toujours garder en tête que la sphère ORL, c'est essentiellement des virus. Très bien, on a une autre question. Marwa, c'est plus question astuce. C'est comment mémoriser les antibiotiques et leur posologie, surtout entre les pathologies liées. Alors bon, je ne pourrais pas beaucoup vous aider parce qu'en termes de posologie, le problème que nous avons, ce n'est pas un problème, mais c'est une différence, c'est que généralement, chaque spécialité, et Najihna, corrige-moi si je me trompe, a les recommandations de Effectivement, on a par exemple infectieux, réanimation ou les différentes spécialités d'organes. Des fois, tu as quelques différences les recommandations ou des fois la pratique courante. Justement, donc je ne pourrais pas m'aventurer le point à la posologie parce que j'estime que les cliniciens sont plus calés de le côté. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer vraiment, ça va vous prendre beaucoup de temps, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est d'étudier les bactéries les plus souvent rencontrées, des étudier en détail. Par exemple, vous êtes un service de gastro ou là, vous êtes un service de cardio, essayez de voir les infections qui reviennent le plus souvent, essayez de voir les germes qui reviennent les plus souvent et essayez de les étudier d'une manière approfondie sur le plan fondamental.
ماشي كلابسي يلا راني سامع بها ولا شغل ما تبقاوش في لي زانفورماسيون اللي سامعينهم في لي سيرفيس وسامعينهم في لا براتيك. Il faut oser aller vers le côté fondamental. Donc c'est ça ce que je vous conseille. Maintenant, si vous voulez attaquer le côté fondamental sur la microbio, ça je peux vous orienter. Vous pouvez me dire par exemple, vous pouvez me contacter tout à l'heure, je vais vous donner mon contact. Si vous voulez approfondir par exemple par exemple la fièvre typhoïde ou les salmonelles ou je ne sais pas, les staph aureus, vous pouvez me contacter. Très bien. On a une autre question, ce que je pense que je vais répondre à ta place. C'est le module d'infectieux. Est-ce qu'il faut retenir les posologies chez adultes et enfants? Donc, si la question est effectivement dirigée vers côté d'examen, il faudra voir vraiment le module TERCOM. Déjà, c'est quelle faculté, Alger, Tlemcen ou autre faculté. Et il faudra voir, c'est-à-dire localement, qu'est-ce qu'il ou mais d'un point de vue pratique, là je te relance, Houssine, je pense que déjà, en tant que praticien, quelles les recommandations, on se refaire les côté posologie ou câble. Bon, là, franchement, vraiment, c'est le côté labo. Donc, côté posologie, on a du mal, on a nos informations, la plupart du temps, je ne veux pas trop en parler parce que la plupart du temps, quand je discute avec les cliniciens, chaque spécialité tibba les recommandations. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une unification quelque part ou je ne sais pas. Vraiment, le sujet, je n'ai pas envie de m'aventurer dessus, franchement. Très très bien. Est-ce qu'on fera une session plus approfondie sur les antibiotiques? Si vous êtes intéressé, il n'y a aucun souci. Ouais. Peut-être qu'on va faire un Google Form prochainement. Je vous les besoins. Parce qu'il y a l'objectif d'aujourd'hui, c'était beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, de faire une prise de conscience sur le problème de la résistance et d'avoir une approche sur le cours des antibiotiques. Et je voulais aussi de voir évidemment votre retour. Si le retour est positif, on essaiera d'organiser une ou plusieurs sessions. Peut-être pourquoi pas avoir même d'autres intervenants si vous êtes vraiment intéressé. J'essaierai de solliciter des confrères, des consoeurs pour peut-être parler de cette thématique de manière plus détaillée, avec grand plaisir. Très bien. Sur quelle base ils ont décidé les durées de chaque antibiotique? Des fois, on connaît l'antibiotique, mais on ne sait pas vraiment la durée ou la posologie convenable. C'est une excellente question. Une autre partie de la question, Hussein. La dernière fois que tu fais service de médecine interne, que nous avons un colloque, وهضروا على هاد la notion, خرجوا une étude اللي كتهضر l'efficacité de l'antibiothérapie à 7 jours et à 14 jours. Et qui revient بزاف هاد la notion. Donc, واش تقدر تقول لنا؟ Alors, c'est une question vraiment super intéressante et qui ouvre une thématique et on a tendance forcément, enfin, même les microbiens, on a tendance à l'oublier. C'est qu'avant tout, les antibiotiques, c'est des médicaments. Donc, il y a une pharmacologie derrière. Donc, il y a ce qu'on appelle les données PKPD. C'est pharmacokinetics, pharmacodynamics. En fait, ce qui se passe, c'est que comment on estime ça, parce qu'il y a des calculs derrière, mais c'est beaucoup plus des estimations. En fait, quand on utilise un antibiotique, la manière avec laquelle on l'utilise a un impact sur la probabilité de sélectionner des mutants résistants. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des concentrations à partir desquelles on limite au maximum la sélection de mutants résistants. Donc, c'est des calculs, déjà, pour les posologies, c'est ça, ou aussi pour la durée, elle est aussi calculée sur cette base. C'est-à-dire que c'est des calculs beaucoup plus de pharmacologie sur lesquels on se base pour déterminer la meilleure manière d'utiliser un antibiotique pour limiter au maximum la sélection de mutants résistants. Alors ça faisait partie du quiz. Je vous ai posé la question, est-ce que si j'utilise un antibiotique d'une manière convenable, j'annule complètement la probabilité de sélectionner des mutants résistants? En fait, c'est faux. On a toujours un risque. Mais si on respecte la posologie et la durée, on limite ce risque au maximum et
Ainsi, on peut dire on est en train de bien utiliser l'antibiotique. Maintenant, pourquoi il y a débat? Évidemment, parce qu'en pharmacologie, il y a le problème de la variabilité interindividuelle. Donc, si un néonazi, par exemple, on subit une même dose d'antibiotiques, les concentrations plasmatiques vont être différentes, la façon avec laquelle notre organisme va métaboliser va être différente, la diffusion va être différente. C'est des différences, généralement, ça se distribue selon une loi normale, c'est-à-dire que grosso modo, c'est la même chose, mais il y a des discussions parce qu'il y a une variabilité interindividuelle. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, pour l'isoniazide. L'isoniazide qui est un antituberculeux, il fait partie de la quadrithérapie antituberculeuse. Il est métabolisé par acétylation. Donc, c'est une réaction d'acétylation. C'est une réaction, normalement, c'est une réaction de conjugaison. Alors, les enzymes qui acétylent au niveau hépatique, il y a une extrême variabilité entre un patient et un autre. Qu'est-ce qu'on appelle les acétyleurs lents et les acétyleurs rapides. Donc, entre les deux patients, la posologie peut différer, l'usage peut différer. Donc, c'est pour ça qu'il y a un débat. Il y a toujours des débats, il y a toujours des itérations. On fait des essais et des erreurs et on fait des calculs et on essaye de s'affiner avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a un débat où des fois, la biologie ou les sciences du vivant, connaître la source de la discordance, c'est encore plus important qu'avoir une réponse à la discordance. Gardez-le en tête durant votre pratique. C'est-à-dire, des fois, le fait de savoir pourquoi on n'arrive pas à avoir une réponse, c'est plus important que d'avoir la réponse elle-même. Parce que avoir la réponse, ça demande beaucoup de recherches et beaucoup de données qu'on n'a pas forcément. Parce qu'on manipule du vivant, ou parce qu'on est face à du vivant. Très bien. On a Lisa, est-ce qu'il y a des sources, livres, sites web, chaînes YouTube pour maîtriser l'usage des antibiotiques? Quelles sont les recommandations? Alors, Anna, comme je vous l'ai dit, Anna, je suis une approche fondamentale. C'est-à-dire que pour moi, plus vous connaissez les bactéries, ou plus vous connaissez les spectres d'action, ou plus vous connaissez les résistances naturelles et acquises, mieux vous utiliserez vos antibiotiques. Donc, Anna, je vais vous conseiller évidemment une chaîne YouTube que je conseille à chaque fois. Je sais que la microbio, c'est pas forcément super fun. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Donc, je vous conseille la chaîne de Medicosis Perfectionalis. Sans doute, peut-être vous l'avez déjà. Je vais vous écrire ça. Alors, l'approche Sahadi, la chaîne, c'est en fait de raconter des histoires autour des bactéries. Donc, ils ont créé un concept, c'est le concept de Picmonix, c'est-à-dire c'est des histoires imagées avec des images où on vous raconte, par exemple, Staph aureus et il commence à vous raconter une histoire. Avec le temps, si vous travaillez vraiment et si vous voyez vraiment, ça devient amusant et vous allez énormément fixer les informations. Et si vous fixez les informations, votre usage des antibiotiques va s'améliorer. Maintenant, évidemment, côté posologie, côté recommandation, la meilleure manière, c'est de lire des articles, d'essayer d'être à jour, évidemment, surtout pour les praticiens. Je vous conseille les articles, comment on appelle ça, EMC. Là, on travaille beaucoup avec les articles EMC, qui est une page YouTube, enfin un groupe Facebook qui fournit gratuitement les articles EMC. Je ne sais pas, est-ce que Najib, je crois que je t'en ai déjà parlé. Le groupe Hadak, tu lui envoies un article et il te rend l'article accessible gratuitement. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Si je suis en réanimation, par exemple, et je veux savoir quelles sont les dernières recommandations, je peux taper utilisation des antibiotiques en réanimation et je cherche un article ou les dernières recommandations et j'essaie de les consulter. Maintenant, encore une fois, pour bien lire les recommandations, il faut être au point sur le plan fondamental. Donc là, regardez par exemple, j'ai tapé juste antibiotiques en réanimation et j'ai l'article. Oui, je viens de partager. Les slides, il faut changer. Normalement, c'est bon. Non, ça c'est pas partagé. C'est bon? Ok. Non. Ok, donc je refais. Oui. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Alors, là, par exemple, vous avez un article
Les articles à EMC ils sont assez faciles à lire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être une lumière, même si vous êtes externe, en 5e, 4e année, vous pouvez les lire. Ils ne sont pas difficiles à lire. Et vous avez vos recommandations. Vous avez les recommandations. Bon, l'article qui date de 2016. Vous pouvez aussi demander aux résidents ou aux internes avec le service ou sur les recommandations des خدموا parce qu'évidemment il y a toujours des différences qu'il y a les écoles françaises, américaines, européennes, etc. Donc je dirais vous jouez sur ces deux volets. Vous jouez sur le plan fondamental pour augmenter vos connaissances et vous essayez d'être à jour parce que encore une fois les sciences médicales c'est de la formation continue. Si vous êtes médecin, vous êtes pharmacien, vous êtes chirurgien dentiste et que vous arrêtez de lire, vous n'êtes plus, je vous considère plus comme un professionnel de la santé. Vous devez toujours être en continuelle documentation. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Concernant le groupe Facebook, vous pouvez taper juste article EMC gratuit et vous le trouverez et vous pourrez juste lui envoyer le lien, une publication, ou en bas comme l'article. Très bien. Il y avait une autre question, Fouga, que je répète, c'était Nabil, c'était le fameux clave gentaflagile. Qui connaît un problème, tu reviens le fameux large spectre clave gentaflagile. Good perspective ou la good réflexe or not? Le clave gentaflagile, c'est l'équivalent à un tank les antibiotiques. C'est-à-dire tu sors les armes lourdes parce que clave, tu attaques les BGN. Avec la gentamicine, ça donne une synergie, donc ça dégomme les BGN. Et tu rajoutes le métronidazole qui va attaquer les anaérobies. C'est-à-dire à chaque fois que j'entends de la trithérapie, je pense juste à une chose qui n'est pas forcément, c'est-à-dire qui ne rentre pas forcément dans la réflexion des cliniciens. Pardon, c'est la dysbiose, c'est le déséquilibre fléflore qui va être après l'antibiothérapie. Parce que tu vas juste dégommer presque tous les types bactériens. Donc, c'est ça ce qui me fait peur. Je comprends, c'est médico-légal, etc. Mais je pose ça là et j'aimerais juste que ça soit ajouté à la réflexion. Mais oui, sinon, si tu veux balayer large, c'est ce qu'il faut faire. Clave gentaflagile, tu peux pas trouver mieux. Saha, on a une question de Hossein Chouar que je pense نخلوها à une autre séance. Mais allez, je te la lis. Qui m'a dit que c'est une question hautement théorique. Comment concevoir une approche thérapeutique capable d'éradiquer des réservoirs bactériens dormants tout en anticipant les trajectoires évolutives du pathogène et de son microbiome environnant afin de neutraliser l'émergence de résistance avant qu'elle ne devienne détectable. Je pense que Hadi Hossein, c'est une question qu'elle موجدها اسمها professeur Yasmine بالقايد كي جات تلمسان و il n'a pas pu la poser. Sans doute. Mais bon, en fait, ce qu'il est en train d'essayer de dire, ou ça en fait, c'est ce qu'on n'arrive pas encore à estimer le laboratoire. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué le point derrière de l'allée, c'est que les bactéries ont toujours un coup d'avance. C'est-à-dire on a beau galer les précautions, on a beau étudier, on a beau utiliser de la meilleure manière possible les antibiotiques, on aura des résistances. Alors imaginez si on les utilise mal. C'est ça le point. C'est ça, en fait, je pense que c'est ça ce qu'il veut cibler par sa question. Mais on aura l'occasion, comme tu l'as dit, Najid, d'en discuter plus amplement prochainement. Très bien. On a Myriam qui nous sollicite encore une fois pour organiser une séance dédiée à l'usage des antibiotiques en pratique en collab avec des médecins infectieux. Alors, je pense que si nous avons infectieux, Hossein في الميكروبيو, des réanimateurs et même d'autres spécialités pour complémenter le tout, je pense. En tout cas, je vous lance l'idée. Si vous connaissez des praticiens, résidents, assistants, maîtres assistants, professeurs, pourquoi pas, qui sont intéressés par cela, vous pouvez me contacter, on essaiera d'organiser un truc. Maintenant, en tout cas, c'est-à-dire pour moi, la meilleure approche, ce qu'on peut faire de mieux pour contrer l'antibiorésistance, comme je vous l'ai dit, c'est la connaissance. Et quoi de mieux qu'une collaboration pluridisciplinaire? Parce que chacun a son approche, chacun a sa vision et chacun a son expertise.
Et une fois on confronte Hado, je pense qu'on sera pas loin de la vérité. Je te pose une dernière question, Hussein, puisque me proche les questions. On aimerait vous demander un truc, donc restez avec nous juste le temps de cette question. Question au style على ما خرجتهاش للتوس حسين علاش طولوا في البريليفمون باش يولي لنا لو ريزولتا. Alors, la question, j'y réponds très souvent. En fait, comme je vous l'ai dit, on manipule du vivant. Des fois, les bactéries les bactéries te font des surprises. Soit ils poussent pas à temps, ou là ils poussent pas convenablement, ou là tu as des contaminations, ou là tu as des trucs, tu as des contradictions. Parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une spécialité qui est, comme l'a dit tout à l'heure Hussein, hautement théorique et en même temps très pratique. Et des fois, il y a beaucoup de contradictions. Par exemple, tu sais que, je sais pas, une Escherichia coli, elle est comme ça, et tu es face à une Escherichia coli qui est différente. Donc là, il y a une discussion. Il y a une immense discussion à faire avant de faire sortir le prélèvement. Et des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout en considérant une bactérie, ça a au moins 24 heures pour pousser, minimum. Donc, ça prend du temps et ça peut se transformer des fois en 4-5 jours avant de rendre un résultat. Yes, Zineb. On clôture la session Q&A avec l'intervention de Zineb. Vas-y, Zineb. تفضل. دونك عندي كيستيون ماذا بيا تجاوبوني شغل بريفمون داكور. هذه كان جوغ ولد اختي جاته مننجيت ياك دونك سي ان كا اورجون داكور في الاول مدوا له لي زونتيبيوتيك بيان سور من بعد في لي زاناليز ميكروبيولوجيك خرجت لنا نورمالمون فيرال دونك على حساب علمي البكتيريا هي لي غراف على الفيرال دونك الفيرال راح شغل تداوى بوحدها مي كان جوغ باغ اكزومبل هما يمدوا له لي زونتيبيوتيك دونك هادوك اللي بقاو يمدوا له لي زونتيبيوتيك وهي اوطونك فيرال دونك راح تاثر راح تزيد لنا في الريزيستانس وهو عاد صغير عام ونص. Justement, c'est exactement les cas j'arrive pas c'est-à-dire j'arrive pas à comprendre la réflexion. Autant tout à l'heure, le cas de l'arrêt اللي هضرنا عليه ماشي l'arrêt pardon la chirurgie اللي هضرنا عليه نبيل, je peux comprendre, tu as peur, le patient a fait une chirurgie lourde, tu as peur du médico-légal, je peux vraiment comprendre. Ça, dans ce cas, tu as c'est-à-dire une méningite virale documentée. Donc, est-ce qu'ils ont fait une PCR? Est-ce que Oui, 2 fois. Ou c'était quoi le virus اللي خرج؟ ما على باليش ما قالوش. Justement, هنا je dois, c'est-à-dire avant de juger, لازم نفهم, c'est-à-dire pourquoi ils ont, encore une fois, on se repose les mêmes questions. Est-ce qu'ils suspectent une infection bactérienne? Madame عندهم le diagnostic d'une infection virale, pourquoi donner un antibiotique? C'est simple. هذا ما كان. Si ils suspectent, peut-être qu'ils suspectent autre chose, un autre site ou là, on peut discuter. Face à une infection, une méningite virale, à ma connaissance, il n'y a pas lieu de prescrire une antibiothérapie. Ou c'est justement les cas, la notion de médico-légal tout à l'heure, elle commence à glisser vers des situations où le professionnel de la santé ne prend pas ses responsabilités. À un moment, si on est des professionnels de la santé, c'est pour prendre des décisions. Si on n'est pas capable de prendre des décisions, les moments, je pense que peut-être qu'on n'est pas forcément qualifié pour prendre en charge des patients. Donc, selon les informations évidemment que tu m'as données, c'est-à-dire si c'est méningite virale, si c'est documenté, qui plus est par une PCR qui a identifié le virus, non, à ma connaissance, il n'y a aucune indication pour une antibiothérapie. Voilà, donc c'est la perspective après tout microbiologique. Et on devra faire un mythe qui m'a dit on joint la perspective clinique aussi. Donc avant de finir le mythe, Hussein, si معليش تروح لي غير Oui, avec le schéma. Tout de suite. Là, on voulait vous demander une chose.
Donc, quand je vois معنا في chat people really ما شاء الله عليهم de Tlemcen كيما je sais pas أنا كيما لطيفة كيما نبيل عاود je vois d'autres ثاني تاع Alger كيما لينا كيما روبا كيما كنزة etc. Je me dis qu'on a vraiment des sixième année des internes qui sont au top. Ce qu'on voulait vous proposer أنا وحسين comme call to action اكتبوا هذه classification des antibiotiques. حنا comme futur clinicien واش راه يخصنا هنا ولا واش يساعدنا لو بلوس سي دو فوار هنايا هكا واحد لي كاز قال او ار ال فوالا بارتي او ار ال ها واش من الانتيبيوتيك ها واش من الاخر يجي بارتي جو سي با بنومو ها واش من الانتيبيوتيك ها واش من الباثولوجي بارتي فوالا يورونيفرو ها واش من الباثولوجي et واش من الانتيبيوتيك تجي شغل سي بلوس اون كومبليمونتاريتي تاع لا شوز واللي قادر يكون ان سيبور فيه ديجا راه عندنا دو كوميونيتي دو الجي دو تلمسان تسمى لي ديفيرون ريكومونداسيون واش قرينا دي دو ولايا اون بلوس اون ا دي فارماسيان راه معنا حسين راه معنا بليزيور فارماسيان ثاني هنا في الميت اللي ils peuvent contribuer avec leur perspective. Donc je me dis que si vous êtes vraiment motivé à faire ça, si vous êtes intéressé, est-ce qu'on a des messages, on peut créer un groupe comme l'équipe qui sont intéressés ou نخدموا sur une fiche, sur un schéma de la sorte où il y a plus ou moins c'est des rélines, on le partage ولا معليش mais ريلينا pour جماعة ريزيدانا pour les futurs praticiens وين تروح لهذاك le repère pour mieux te repérer. Donc voilà, on vous lance l'idée. Je ne sais pas si vous êtes intéressé ou pas. راه عندكم both nos contacts. Justement, اللي راه intéressé يجي. tu me tends la perche pour leur redonner nos contacts pour les personnes ils n'ont pas forcément nos contacts. Donc voilà. Alors, ça c'est nos contacts Instagram. Donc on reste joignable pour discuter si vous avez des propositions ou là on est joignable. Effectivement, ça a besoin d'une bonne base de connaissances en antibiotiques. C'est pour ça que j'ai essayé de pinpoint la sixième année et les internes, parce que راهم قريب كملوا plus ou moins le programme تاعنا d'études. Donc, chef vraiment le tout. Et en même temps, qui نكملوا le fichier, le document, je me dis que pourquoi pas نمدوه à différents professeurs pour le valider. Il n'y a pas de problème. Puisque بدينا خدمة, on peut aller vers ça. C'est un document qu'on peut partager à tout le monde. Hein. Donc, on est partant et ça nous fera énormément plaisir que trouve au moins un truc concret, tout le monde, de la séance. Mais après, on attendra vos messages. On ouvre le groupe ou on faire. Voilà. Sinon, par rapport à la séance, la prochaine séance, Ida Kaina, spécifiquement les antibiotiques, là, on va essayer again de faire un formulaire nos réseaux pour voir ce qui est intéressant ou ce qu'il leur a demandé et pourquoi pas ne pas refaire un truc de la sorte. Là où je gagne Hussein. Je suis toujours partant. Comme je vous l'ai dit, bon, je vais peut-être me permettre de dire un mot de la fin. Si vous m'avez bien suivi, vous avez sans doute compris que les bactéries, quand ça concerne la résistance, elles sont solidaires. Elles n'hésitent pas à s'échanger leurs gènes de résistance et c'est ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Donc pour moi, si on veut contrer ça, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on mette nos efforts en synergie et je pense que ça serait la meilleure manière de les contrer. Exactement, tous unis contre les bactéries. Voilà, مليح هاد السلوغان خلينا نكتبوه في الفيشي تاعنا هذا الجاي. Ok, donc sur ce, je vous dis يعطيكم الصحة. Je vous dis aussi que كيما شفتوا la séance ما كانتش en mode احفظ هذه mais c'était plus comment faire pour prendre conscience du grand impact de le fléau, si je peux le prononcer de la sorte, le décrire de la sorte, tu as l'antibiorésistance et le fléau d'un autre côté, comme praticien, les difficultés les du cours. Donc voilà. يعطيكم الصحة tous pour être restés jusqu'à la fin et رانا هنا accessible for anything. يعطيكم الصحة صحة صحوركم. Donc juste, je veux féliciter
Les meilleures réponses Sarah. au quiz. Donc, on a deux Sarah qui se partagent. Sarah et Je Salman. pense je pense تخرجت سارة اللي elle a fait le score هذاك je pense. Sauf si est-ce que مازلت هنا؟ En tout cas, elle n'avait pas besoin apparemment de la session. أنا بها خرجت وقيلا. Donc, je vous dis, صحة سحوركم, تعيدوا بالصحة, et à une prochaine fois. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, et on se retrouve prochainement. Salut Najib, bonne soirée. باي باي سلامة.